Bienvenue dans Évaluons pour évoluer ensemble, une série de podcasts qui vous propose de repenser l'évaluation des actions associatives. Les 10 épisodes vous plongeront dans une expérience originale. À la demande du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire, des chercheurs, des associations de jeunesse et d'éducation populaire et des financeurs ont travaillé ensemble pour répondre à une question centrale: comment co-construire l'évaluation des actions associatives ? À chaque épisode, ils partagent avec vous les réflexions et découvertes qui ont émaillé cette aventure commune. Une véritable source d'apprentissage et d'inspiration pour accompagner la valorisation des actions associatives. Avec la participation de 2 intervenantes chercheuses du groupe de recherche sur l'évaluation de l'utilité sociale, le GREUS, Emmanuelle Briand, spécialisée dans l'évaluation de l'utilité sociale. Elle accompagne les démarches d'évaluation dans les domaines de l'éducation populaire et de l'éducation depuis près de 20 ans au sein du GREUS. Hélène Duclos, pionnière dans l'évaluation de l'utilité sociale. Elle est l'auteure ou co-auteure de plusieurs guides méthodologiques sur l'évaluation de l'utilité sociale, vice-présidente du GREUS. Conception et animation, Pascal Desclos, agence Valoremis. Voix off féminine, Nouria Dutoit-Messaoudi. Musique, prise de son, montage, réalisation, Ulysse Darmon. Une production Fonget. Épisode 2, qu'est-ce qu'un dialogue pluraliste au cœur d'un processus co-construit d'évaluation ? Dans notre premier épisode, nous avions exploré les fondements du projet expérimental JEP-EVAL et le concept de la création de valeur, porté par l'équipe Athémis. Pour poursuivre notre immersion dans cette aventure collective, place cette fois à une autre équipe de recherche, tout aussi inspirante, le GREUS. Son approche ? Une méthode innovante, ancrée dans la participation et le partage, le dialogue pluraliste. Pourquoi ? Parce que chaque savoir, chaque expérience compte pour définir ensemble l'utilité sociale d'une action associative. Alors, comment ce dialogue pluraliste se vit-il sur le terrain ? Quels en sont les défis, les surprises, les transformations ? Écoutons nos invités, Emmanuelle Briand et Hélène Duclos, nous le raconter. L'approche de l'utilité sociale développée par le GREUS repose sur un principe clé, la valeur relationnelle. Autrement dit, la capacité d'une association et de ses financeurs à identifier ensemble ce qui fait la richesse sociale émancipatrice de leur action. Écoutons d'abord Hélène nous en parler. L'utilité sociale, ça va être la contribution d'une organisation à la société, pour le dire de manière très simple. Et donc, si on veut évaluer, dire la valeur de la contribution d'une association, d'une organisation à la société, en l'occurrence c'est les associations pour ce qui nous concerne, il y a une première question qu'il faut se poser, c'est de dire mais finalement, qu'est-ce que l'organisation elle apporte ? Qu'est-ce qui compte ? À quoi est-ce qu'on tient ? Qu'est-ce qu'on vit dans cette organisation qui soit singulier, spécifique ? Et derrière tout ça, finalement, quelle vision du monde on porte ? Vers quoi on veut tendre ? C'est quoi notre vision du bien commun ? Et en fait, quand on travaille sur la valeur sociale, c'est être capable de définir ça. De se dire, mais finalement, c'est quoi cette valeur générée par l'organisation ? Cette réflexion ne peut se faire qu'en mobilisant, étape par étape, un écosystème entier. L'association, ses partenaires, ses bénéficiaires. Comment s'y prendre ? Emmanuelle nous éclaire sur cette démarche collective. En fait, la démarche du GREUS, elle s'appuie sur 3 principes d'action. La participation, la co-construction et la progressivité. Et donc, la participation, ça veut dire que toutes les parties prenantes sont associées à la démarche. Et toutes ont leur mot à dire. Et donc, c'est une façon de construire la démarche de façon pluraliste, participative. C'est-à-dire que les intervenants ne viennent pas, prennent les données et repartent. Mais en fait, le processus est co-construit au fur et à mesure, déjà en amont. Et l'intervenant et toutes les personnes qui interviennent sont considérées un peu comme co-chercheurs. Donc, on co-construit et on co-cherche ensemble. Et enfin, la progressivité, ça veut dire que, évidemment, il y a un design de la démarche qui s'étend dans le temps, mais tout peut être remis sur la table à chaque fois, rediscuté. Dans le cadre du dispositif JEP-EVAL, le GREUS expérimente cette approche du dialogue pluraliste sur 2 terrains bien distincts. D'un côté, le comptoir des assos, qui fédère et accompagne la vie associative dans les Hautes-Alpes. De l'autre, l'association Tintamarre, en Haute-Marne, qui impulse une dynamique culturelle sur son territoire.
Mais comment ces acteurs, associations et financeurs, définissent-ils ensemble l'objet même de leur évaluation? Et comment sont-ils accompagnés pour faire émerger une vision partagée? Alors, sur l'objet même, dans le cadre du comptoir des assos, l'objet, c'est Faire Carrefour. Faire Carrefour regroupe un certain nombre d'actions qui vont dans le même sens. C'est un peu un axe. C'est un peu une originalité, on va dire, par rapport aux démarches qu'on mène habituellement. Habituellement, au Gréous, on est plutôt sur l'utilité sociale des organisations, des associations, de la structure dans sa globalité, et non d'un projet. Donc là, c'est un petit peu une spécificité. Et là, en plus, ce projet, il n'était pas forcément bien déterminé. Alors, il est bien déterminé pour le comptoir, mais pour les partenaires, pour les parties prenantes, pour le public, les associations, ils n'ont pas forcément une idée de tout ce que recouvre Faire Carrefour. Ils vont mieux percevoir les activités qui sont au sein de ce regroupement Faire Carrefour. Donc ça, c'est un petit peu une complexité pour nous, d'avoir un axe qui n'est pas forcément bien identifié. Et quand il est bien identifié, mais finalement, il est très proche aussi de ce qu'est l'association. Donc là, on a effectivement c'est un peu une singularité pour nous, en tous les cas, de travailler sur cet objet-là. Du côté de Tintamarre, ça a été sûrement plus simple et clair. L'objet a été défini très rapidement. Donc, on était sur toutes les actions de Tintamarre et de fait, on était sur l'identité profonde de Tintamarre parce que les actions sont colorées par l'ADN de l'association. Et c'est vrai que nous, on avait la particularité de travailler avec 2 financeurs différents, le PETR et aussi des élus, et la DRAC, donc avec plusieurs aussi niveaux de perception. On a associé dès le début, donc, dans cette première instance, ce comité, on avait donc les financeurs, de fait, ces partenaires qui avaient une perception de l'évaluation peut-être aussi particulière. Et puis, très vite, on a associé aussi une artiste, des bénévoles, un habitant. Donc déjà, à ce niveau-là, on a réussi à avoir une vision partagée. Par contre, effectivement, sur la méthodologie, mais ça, faudrait leur poser la question, c'est évaluer autrement et passer par la qualification. Je pense que ça les a beaucoup étonnés. Très vite, alors la méthodologie, c'est aussi des ateliers d'intelligence collective. Et c'est super intéressant aussi pour nous d'entraîner dès le début des partenaires financeurs parce que c'est pas commun. En général, c'est vrai que les premières instances, on est à l'interne et après on va à l'externe. Et là, dès le début, on co-construisait et on se lançait avec les partenaires financeurs. Mais les choses ont été quand même très fluides, très claires du côté de Tintamarre. Parce que aussi, l'objet, Tintamarre, les spectacles touchent tous les habitants. Alors, il y a aussi le non-public, ceux qui ne viennent pas et que Tintamarre veut aller toucher. Donc ça, c'est aussi une démarche qu'on va pouvoir accompagner dans le cadre du dialogue pluraliste, d'aller vers ces parties prenantes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Alors c'est peut-être une complexité. On est sur une réflexion autour du territoire. Le territoire est vraiment très, très important. Et cette action, elle crée vraiment des liens entre le rural et l'urbain. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion liée au territoire. Évidemment, on ne va pas pouvoir aller interroger tout le monde, mais on ne va pas dire ce non-public. Pas retenir ça parce que je ne sais pas si c'est un bon terme. On sait, et les financeurs le savent, qu'il y a un impact de Tintamarre sur le territoire. C'est indéniable. Maintenant, quelle forme il prend? Quel est l'impact réel sur le territoire? C'est ça qui intéressait les partenaires financeurs. C'est dans le cadre d'une politique culturelle, quelle est la place de la participation des habitants et potentiellement du public dans l'action de Tintamarre. Pourquoi ça marche autant? Voilà. Donc c'est aussi ça qu'on va chercher. On évoque la participation, la co-construction et la progressivité. 3 piliers qui transforment l'évaluation en un processus vivant, où chaque acteur devient co-chercheur. Mais cette co-construction, aussi enrichissante soit-elle, ne demande-t-elle pas un investissement important pour définir ce que le Gréus appelle la valeur centrale? Hélène nous en dit plus. Alors oui, ça peut être très chronophage. C'est pour ça qu'il y a un premier temps, il faut être bien d'accord sur pourquoi on se lance dans cette démarche et qu'est-ce qu'on en attend. C'est aussi ce temps-là un temps d'appropriation. On va s'approprier pourquoi on veut faire une évaluation. Ensuite, dans ce dialogue pluraliste dont on va parler, l'objectif n'est pas d'associer absolument tout le monde sur tous les temps. C'est-à-dire qu'il y a des temps forts sur lesquels on doit associer très largement. Et donc, c'est déjà une première moyen de réduire un petit peu cette dimension chronophage. Et puis ensuite, on a des étapes où
on va associer certaines personnes, on va vraiment prendre des temps spécifiques. Et tout ça, on va le construire avec l'organisation, avec l'association. Ce qui veut dire concrètement qu'on va prendre en considération ces contraintes. Donc, il y a des associations qui vont avoir la disponibilité pour faire ce travail-là pendant 3 mois. Elles ont la disponibilité pour largement animer. Il y a des parties prenantes qui sont très mobilisées. Et on peut penser beaucoup de réunions. Il y a d'autres cas où on n'est pas dans cette situation-là. On a moins de temps et on va forcément adapter le temps de travail avec les parties prenantes. La co-construction, c'est aussi sur la méthode. C'est-à-dire que nous, idéalement, un séminaire d'une journée, pour échanger avec les parties prenantes, c'est top. Parfois, on a 2 heures. Parfois, il faudrait le faire en un quart d'heure. Forcément, on n'est pas sur les mêmes méthodes, mais on essaie toujours de trouver la bonne méthodologie avec l'association. Comment faire en sorte que cette pluralité d'acteurs devienne une dynamique porteuse de sens pour tous ? Il nous faut parler méthode. Méthode pour que chaque partie prenante, association comme financeur, y trouve sa place et son intérêt. Emmanuelle. Il faut situer le dialogue pluraliste dans les étapes de la démarche, à savoir qu'au Gréus, on qualifie l'utilité sociale dans un premier temps et après, on la mesure. Et en fait, le premier cercle qui va qualifier l'utilité sociale, c'est ce qu'on appelle le comité de recherche de l'utilité sociale. C'est un petit groupe de personnes en interne qui a une connaissance fine de l'association et donc qui va, dans un premier temps, qualifier, définir et avec qui on va élaborer une première hypothèse de l'utilité sociale de l'association ou d'une action ou d'un projet. C'est d'aller chercher des informations parce qu'on sent qu'il manque des choses, qu'il y a des choses qui n'ont pas été creusées, mais que les personnes en place n'ont pas forcément les éléments. Donc on va aller chercher ça à l'extérieur. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre en dialogue justement l'hypothèse de l'utilité sociale qui a été élaborée. Donc on va la mettre en dialogue. À un moment donné, on va la confronter à des petits groupes de parties prenantes. Je pense aussi que ça permet d'aller chercher divers points de vue et des perceptions très très différentes. Chacun a des systèmes de valeurs différents, que ce soit des partenaires, des personnes, des usagers, des institutionnels, des associatifs. Donc le dialogue pluraliste, il va aussi explorer toutes ces perceptions différentes. C'est qu'on fait souvent des ateliers de pairs, mais on fait aussi des ateliers mixtes. Et donc, il y a des croisements de regards entre parties prenantes qui parfois n'ont pas l'occasion de converser, de dialoguer. En fait, le dialogue pluraliste, c'est à la fois un principe général, une étape dans la démarche. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que le principe général, c'est que la valeur, elle ne préexiste pas. Que la valeur, elle doit être définie à un moment donné et que ce temps-là est même constitutif de la production de la valeur. Et donc, ce temps-là, on se dit, il se fait sur une étape clé, quelle étape de dialogue pluraliste. Donc, c'est à la fois un principe, un mode de fonctionnement. Oui, la valeur, on va la construire avec l'ensemble des parties prenantes. Et dans notre processus, c'est un temps spécifique où, après un premier travail sur la valeur avec un petit groupe, on l'élargit aussi pour compléter un peu ce que disait Emmanuel, aussi avec l'idée de construire une vision globale qui soit partagée. C'est vraiment un temps fort. L'idée, c'est que chaque partie prenante va ressortir de ce temps-là un peu changée. Sa vision leur a été un peu changée parce qu'un partenaire aura entendu la perception de la valeur d'un salarié en parcours d'insertion. Parce que le salarié en parcours d'insertion aura entendu le directeur de la structure aussi, qui va avoir aussi sa conception. Et donc, c'est vraiment une idée absolument fondatrice de notre démarche d'évaluation. Le dialogue pluraliste révèle une complexité. Comment intégrer des acteurs qui connaissent l'association à des degrés très variables, voire pas du tout ? Faut-il des compétences spécifiques pour mener ce dialogue et en faire émerger la valeur centrale de l'action associative évaluée ? Alors d'abord, je pense que c'est des savoirs qu'on acquiert en pratiquant. Voilà. Comme ça, j'en vois plusieurs. Évidemment, il y a un peu des compétences en animation, c'est-à-dire que notamment sur des ateliers d'intelligence collective, il y a plein d'outils qui existent. L'idée, c'est que l'évaluation, excusez-moi du vocabulaire, soit pas un truc chiant. Donc, il faut arriver à mettre des choses joyeuses, de la gaieté, du jeu, de la convivialité. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un peu ce bagage d'ateliers d'intelligence collective. Et là, c'est assez facile de s'y former. Il y a plein de choses qu'on peut essayer. Ensuite, il y a être capable aussi de faire une analyse un peu chemin faisant. On va cheminer avec, et donc il faut être capable de pouvoir apporter des billes d'analyse chemin faisant pour aider aussi la structure qu'on accompagne à faire ce travail avec nous. Et puis, je pense qu'il c'est aussi une posture où on n'a certainement pas la science. On va construire avec. Je crois qu'il faut être très humble
Il faut vraiment travailler avec l'association qui, elle aussi, elle a une connaissance énorme. Elle connaît son secteur d'activité, elle connaît son terrain, elle connaît ses parties prenantes. Elle a aussi des pratiques d'animation. Elle est déjà capable d'analyser. Et donc, nous, de notre posture, c'est d'être capable de vraiment accueillir tout ça, faire avec et construire ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment la clé de la démarche. Avec une originalité pour nous dans le travail qu'on fait avec le FONGEP, c'est qu'on va vraiment accompagner encore plus que d'habitude la structure pour qu'elle soit capable de faire elle-même. Dans le cadre du comptoir des assos, par exemple, nous, il y a un enjeu à ce que le comptoir soit ensuite capable de mener lui-même, d'accompagner lui-même des évaluations d'utilité sociale. Alors, pas exactement la même que celle qu'on a fait là, mais en tous les cas, qu'elle soit capable d'en tirer des bribes pour sa propre pratique. Oui, moi, c'était une certaine humilité de ne pas arriver comme chercheur. C'est vraiment, quand on parle de co-construire, c'est aussi laisser la place aux autres qui ont un savoir expérientiel et qui ont leur place. Donc oui, c'est vraiment une posture. Et puis on apprend plein de choses, nous aussi. Et comme on est dans la recherche-action, ça nourrit aussi en retour notre méthodologie. On avance vraiment tout le temps chemin faisant. Et il faut accepter aussi sans doute d'être bousculé, de s'adapter. Je pense que c'est aussi une qualité de s'adapter parce qu'il y a la méthodologie et on garde en tête vraiment nos axes, nos fondamentaux. Mais le réel, la réalité, surtout quand on est dans le dialogue pluraliste, voilà, ça change tout le temps. Il faut s'adapter, il faut entendre toutes les contraintes, les aléas. Sur ces deux terrains, associations et financeurs avaient déjà l'envie de travailler ensemble. Une situation idéale pour déployer le dialogue pluraliste. Mais que faire quand cette volonté commune n'existe pas ? Comment convaincre chaque partie prenante potentielle de s'engager dans une évaluation co-construite ? Alors là, je vais peut-être avoir un point de vue un peu tranché. Si c'est le partenaire qui demande, on n'y va pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il me semble compliqué de mener ce type d'évaluation si l'association n'est pas pleinement partante. Et si c'est l'association et qu'a priori le partenaire n'est pas mobilisé au départ, on va le chercher. On va lui expliquer tout l'intérêt de la démarche, tout ce que ça peut lui apporter à lui aussi, parce qu'il ne faut pas croire. L'évaluation, c'est devenu un impératif un peu systémique. Maintenant, il faut toujours évaluer. Les partenaires publics doivent aussi évaluer, doivent aussi produire des résultats d'évaluation. Les indicateurs qu'on leur propose leur conviennent pas tout le temps, beaucoup à eux non plus. Et souvent, ils y voient un grand intérêt. Très fréquemment, on va avoir des partenaires qui sont convaincus du bien fondé de l'association, de tout ce qu'elle apporte. Mais il leur faut des billes pour faire remonter plus haut, pour défendre cette association. Et donc, si, avec la démarche d'évaluation d'utilité sociale, on est capable d'apporter des éléments qui donnent à voir une plus-value autre, différente, qui donnent à voir toute la richesse de l'association, généralement, ils peuvent être partants. Alors, généralement, il y en a qui ne le sont pas, il faut dire la vérité. Ceux qui ne le sont pas, on peut rencontrer des postures où le partenaire se veut comme un tiers extérieur. Et en tant que tiers extérieur, il n'a pas à se mêler de l'évaluation. Il cherche à avoir une espèce de neutralité. Donc là, on est vraiment sur des postures de principe et très concrètement, ceux-là, on a du mal à les emmener. Oui, c'est très très juste et en même temps, je trouve que c'est intéressant quand il y a un très bon lien entre l'association et le partenaire, mais que le partenaire veut rester tiers, c'est qu'à un moment aussi, on va chercher des personnes. Et que moi, j'ai souvenir d'une association, on avait sollicité un partenaire financeur qui nous a dit « Ah non, nous, on ne peut pas rentrer dans ce genre de relation, ça va être, on va privilégier, que vont dire les autres, etc. » Et à un moment, on a été sollicité une personne, alors il y a beaucoup d'interrelationnels, qui a constitué un petit groupe dans cette institution, avec la marge de manœuvre qu'elle avait et avec l'aval de l'institution. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que c'était des personnes engagées au sein d'une institution qui, au début, avait un discours « Non, nous, on est institutionnel, on vous finance, on veut pas que après. » Et en fait, on est allé sur du qualitatif, on est allé sur du sens et ça les a nourris eux aussi. Et j'avoue que même moi, en tant qu'intervenante, j'ai énormément de préjugés qui sont tombés aussi dans cette rencontre tripartite entre un partenaire institutionnel extrêmement connoté, sur lequel on a des a priori, l'association et même nous, intervenants chercheurs. Et en fait, un dialogue pluraliste, c'est aussi que nous, ça peut aussi nous bouger. Ça bouge tout le monde en fait. Ah, la personne, elle est essentielle. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. C'est-à-dire que, évidemment, on n'attend pas que le point de vue de l'institution, on attend aussi le point de vue, parce que la personne, la chargée de mission qui va suivre l'association, elle vit aussi des choses avec l'association. Et donc, du coup, elle va partager des choses. Et c'est ça aussi qu'on va aller chercher pour essayer de trouver un peu la singularité
On disait qu'on travaille sur les questions de valeurs relationnelles. Donc, c'est aussi dans la relation entre ce chargé de mission et l'équipe de l'association, par exemple, qu'on va aller. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a quand même beaucoup plus de partenaires qui sont intéressés, partants et qui jouent le jeu que ceux qui disent non, je préfère pas m'impliquer, quoi. Je ne pourrais pas faire de statistiques, mais on est à plus de 9 pour 10, pour faire vite, qui jouent le jeu, qui ont envie. Alors après, il y en a qui jouent le jeu, qui ont envie, et qui n'ont pas forcément le temps. Donc il faut aussi, des fois, trouver des modalités de fonctionnement pour recueillir une parole qui soit de manière pas trop chronophage. On peut espérer à terme que ça fasse bouger un peu les lignes sur des choix de critères, des choix d'indicateurs, que ça redonne un petit peu du sens à cette évaluation obligatoire que vont systématiquement demander les partenaires aux associations. Alors, je dis on peut imaginer parce que je ne suis pas non plus dupe, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui descendent, qui ont été construits très haut là-haut, qui arrivent sur les tables, qui sont subis par les partenaires comme par les associations, et ceux-là, ils continueront à être. Mais par contre, on peut imaginer d'autres qui sont porteurs d'essence et qui pourront du coup venir enrichir les évaluations à venir. Et si, pour conclure, Hélène et Emmanuel exprimaient leur idéal en tant que chercheuses intervenantes. Leur engagement vise à faire émerger la valeur centrale de chaque action associative évaluée à travers une approche qui redonne du pouvoir d'agir à tous. Alors quel est donc leur idéal ? Écoutons-les. Ce qui me plaît vraiment dans ce type de démarche, c'est que finalement, on redonne... L'évaluation, c'est qu'un outil. Je veux dire, un marteau, ça peut servir à enfoncer un clou ou ça peut servir à taper sur une tête. L'évaluation, c'est pareil. On peut en faire des choses très différentes. Il y a des évaluations qui peuvent tendre vers le contrôle. Et puis ce en quoi je crois, c'est que l'évaluation, ça peut vraiment être un vecteur d'émancipation. L'évaluation, elle va rendre le pouvoir d'agir à tous ceux qui s'y impliquent. Donc pour moi, une évaluation au top, un idéal d'évaluation, ce sera une évaluation qui associe vraiment les parties prenantes, où chacun puisse participer à la construction de ce qu'est la valeur de la structure. Et qu'on arrive à se mettre d'accord ou pas, ou peut-être même identifier des points de désaccord, ce qui n'est pas vraiment un problème, mais se dire, OK, on pense que c'est ça la valeur de la structure. Moi, la valeur que je perçois de la structure, elle est reconnue et elle va être valorisée, mise en avant à travers l'évaluation. Et du coup, ce travail-là, il va venir, moi, me renforcer parce que je percevais cette valeur, mais grâce à la démarche d'évaluation, j'ai des outils, j'ai des éléments qui vont venir me conforter dans ma position et donc, du coup, renforcer mon pouvoir d'agir, renforcer le pouvoir d'agir collectif de la structure. Et en fait, l'évaluation, ça peut être vraiment une montée en puissance individuelle et collective. Et pour moi, du coup, la pluralité, elle peut apporter ça. Enfin, quand même, l'évaluation, en France, elle est l'évaluation des politiques publiques et elle reste imprégnée de ça. C'est quelque part le partenaire financier qui demande une évaluation. Là, ce qu'on propose, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est l'association qui dit, tiens, il faut que je me questionne sur le sens, il faut que je me questionne sur la valeur que j'apporte. Et puis, je vais être capable d'en parler, je vais être capable d'en rendre compte, je vais être capable de partager ça avec d'autres. C'est lui redonner ce pouvoir-là. Et je pense que c'est ça qui est un peu révolutionnaire dans nos approches par rapport à l'histoire qu'on porte en France de l'évaluation que de l'évaluation des politiques publiques. Moi, je pense que ce qui m'importe, c'est la société dans laquelle je rêverais de vivre, l'économie sociale et solidaire, et toutes ces associations qui contribuent à un modèle de société dont on rêve. Tout ce qu'elles créent comme valeur, comme richesse, n'est pas forcément visible. Tout ce qui est mis en avant, c'est vraiment des choses très quantitatives. On est dans des systèmes comptables et je trouve que notre approche sort de cette approche comptable. Je trouve que parler de valeurs relationnelles, c'est aussi mettre en avant une façon de voir le monde, d'être au monde, qui est vraiment très, très particulière. Et en fait, au-delà de toutes les richesses, effectivement, hyper importante, économique produite, l'emploi, etc. Mais parler de tout ce qui nous lie ensemble et de comment on fait société ensemble, je trouve qu'à travers une évaluation d'utilité sociale, on rend visible ça. Et c'est aussi valoriser, c'est presque politique, de valoriser aussi un modèle de société en mettant en avant ça et en aidant les associations, en leur donnant les outils pour elles-mêmes montrer leur apport à la société, mais un apport qui est subtil, qui est fondamental, qui est vraiment une façon d'être au monde et de contribuer à quelque chose de... on parlait d'idéal, mais qui est peut-être utopique, mais je trouve qu'on crée ça, et nous on le vit, parce qu'en fait, dans la recherche-action, on n'est pas juste dans la recherche où on observe et on est en chambre et on est avec eux, quoi. Et on rentre dans cette dynamique et c'est extrêmement nourrissant aussi pour nous. En fait, l'enjeu, c'est presque une question aussi de débat démocratique. C'est-à-dire que ce qui n'a pas de valeur est invisible. Et si on veut défendre une société où on considère que le lien, c'est vraiment absolument essentiel, il faut être capable de le rendre visible. Sinon, il fera
jamais le poids dans des choix de politique publique, par exemple. C'est vraiment un enjeu de quelle société on veut. Tant qu'on aura des arguments pour défendre l'importance de l'emploi dans l'industrie automobile et qu'on n'aura pas des arguments aussi forts en face pour défendre l'importance de soigner le lien, faire que les relations entre les personnes soient enrichissantes, se maintiennent, on ne pourra pas buzzer non plus dans les débats publics. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu de démocratie. Là, on peut le penser au niveau d'une structure où effectivement, le pouvoir d'agir, ainsi de suite. Mais au niveau sociétal, je pense que l'enjeu est majeur aussi de défendre, à travers l'évaluation de l'utilité sociale, un projet de société qui soit un projet de société basé sur la relation et le lien. Un immense merci à Emmanuel et Hélène pour ce temps d'échange riche et généreux qui nous a permis de mieux saisir la singularité de leur approche. Leur engagement pour un dialogue pluraliste au service de l'utilité sociale ouvre des perspectives passionnantes pour repenser l'évaluation associative. Une approche du dialogue qui a de quoi inspirer. Bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là. Très bientôt, nous donnerons la parole à d'autres, chercheurs, associations, financeurs, afin qu'ils partagent leur retour d'expérience et nous racontent comment ce dispositif GEP-EVAL a transformé leur manière de coévaluer. Rendez-vous très vite pour le prochain épisode de notre série Les voies de l'évaluation. À très bientôt!